c'est un vaste programme, hein. Je ne suis pas sûre de pouvoir faire tout ça, mais surtout que, bon, on a quand même été déjà assez long. Moi, je suis l'ancienne présidente du GISTI. Je voudrais préciser simplement que le GISTI, ça veut dire Groupe d'information et soutien des immigrés. En fait, le T voulait dire travailleurs, et on a abandonné évidemment notre T, puisqu'on ne s'occupe pas que des travailleurs, puisque le GISTI s'est créé dans les années 70, à une époque où l'immigration était essentiellement de travail. Et évidemment, dans les années 70, après la fermeture des frontières à toute immigration de travail nouvelle, on s'occupait de tous les publics en lien avec l'immigration et l'asile. Donc le GISTI, c'est une structure qui essaie de décrypter un peu la politique d'asile et d'immigration et qui a une approche critique de ces politiques, qu'elles soient françaises ou européennes, qui lutte pour l'égalité des droits en utilisant le droit. Autant vous dire que notre succès ces derniers temps est assez modeste, même si on a beaucoup de choses à faire et que c'est vrai qu'aujourd'hui notre champ d'intervention est de plus en plus vaste. Et j'en donnerai ici qu'un aperçu en lien avec évidemment le sujet. Donc, comme notre action principale c'est d'informer et de conseiller sur la réglementation, ça nous amène à connaître cette réglementation, ce qui m'amène à faire quelques remarques. Donc je serai assez brève. La première remarque, c'est la complexité de cette réglementation. Elle n'est pas du tout accessible aux personnes auxquelles elle est destinée, à laquelle cette réglementation est destinée, c'est même tout à fait le contraire. Il faut être Einstein pour comprendre aujourd'hui la politique d'asile et la procédure, mais Pierre-Henri est là pour peut-être le dire tout à l'heure. Quant à la réglementation en matière de séjour et d'entrée, c'est à peu près du même niveau de complexité. Et ça n'a pas du tout été dans le sens de la simplification, bien au contraire. Ma deuxième remarque, c'est sur la précarisation du séjour. Ce qu'on a remarqué depuis maintenant de nombreuses années, c'est qu'alors autrefois, on avait depuis 1984 la carte de résident, la carte de 10 ans. Au fil des ans, ceux qui ont pu bénéficier de cette carte de résident, les catégories dites de plein droit se sont réduites, et les personnes qui obtiennent la régularisation passent par le canal d'une carte précaire, très précaire, avec des mentions qui enferment les gens dans des catégories dont elles peuvent difficilement sortir, et parfois d'ailleurs cette précarisation les amène à tomber à nouveau dans la clandestinité, alors qu'on pouvait penser à un moment où elles ont obtenu ce titre, qu'elles sortaient enfin et qu'elles allaient enfin voir le bout du tunnel. Donc c'est une précarisation qui est continue et qui ne s'est pas arrangée, droite-gauche confondue, je dois bien le dire, selon nous, même s'il y a une loi en France, une dernière loi du 7 mars 2016, excusez-moi, comme je suis en train d'analyser, je suis prof de droit du travail, donc il y a tellement de réformes que des fois je me mélange un peu. Donc 7 mars 2016, c'est la loi qui a réformé donc, le séjour cette année, et qui a mis en place une carte dite pluriannuelle, qui a vocation à corriger un peu cette précarisation dont je viens de vous parler. Mais en réalité, quand on examine un peu la réglementation, on voit que on n'est pas encore sorti quand même du tunnel, et que c'est difficile d'avoir cette carte, et que c'est une carte qui est placée sous surveillance, et qu'on peut la retirer à tout moment. Enfin, c'est une vraie usine à gaz, et qu'on ne sort pas de la complexité, et qu'on ne sort pas de la précarisation, même si je dois bien le dire, je vous trace comme tout ça coup de serpe, ça mériterait un peu plus de finesse. Hein. Sur la régularisation des sans-papiers, il y a eu plein de vagues. Soko a fait référence, on a combattu ensemble pendant des années, comme d'autres personnes qui sont ici dans la salle. Ce que je dois dire, c'est que cette régularisation, elle se fondait sur des critères qui ont changé dans le temps. Ça a dépendu du contexte politique, ça dépend des luttes. Alors parfois, il vaut mieux être parent d'enfants français ou conjoint de français, à d'autres périodes, il a mieux valu être parents d'enfants scolarisés. Et là, on voit bien le combat mené par le collectif qui s'appelle en France RESF. Il y a eu aussi un temps une régularisation pour les déboutés du droit d'asile, mais là, il faut remonter très loin, tout au début des années 90. Et puis, le temps est venu de la régularisation par le travail, mais en réalité, la plupart du temps, ce sont les mêmes personnes. Ça dépend son tour, des fois on a arrêté son tour, et puis le tour vient un jour, ce sont les mêmes qui auraient pu être régularisés des années avant. Pourquoi ? Parce que cette régularisation, c'est pas jamais un droit à être régularisé. En réalité, ce dont parlait tout à l'heure Soko, c'est une circulaire, et la circulaire est livrée à l'interprétation des préfectures,
Et ma foi, quand vous regardez les pratiques des préfectures en France, il y a une grande variété des pratiques, et les critères ne sont pas gravés dans le marbre. Ce qui marche à un endroit ne marche pas forcément à un autre endroit. Hein, donc il faut avoir ça en tête, bien évidemment. Hein, donc c'est important de toujours penser que, même si à un moment on a toutes les fiches de paye, qu'on a un employeur qui est prêt à remplir le document qu'il convient de remplir, eh bien ça peut ne pas marcher, et puis même si on fait un recours, bah, ça ne marchera pas forcément non plus parce que c'est une circulaire, et que tout ça, ma foi, repose sur des bases juridiques extrêmement fragiles. Sur le sort des sans-papiers qui travaillent, pour mon quatrième point, Sokol a parlé de 1993 et de la loi Pasqua. Mais je voulais revenir sur ce moment charnière. À ce moment-là, la loi n'a pas interdit de travailler, ce qu'elle a fait, mais c'est plus vicieux encore, c'est qu'elle a fait en sorte que les personnes qui n'avaient pas de papier ne puissent plus être immatriculées à la sécurité sociale. C'est-à-dire de subordonner le droit à la sécurité sociale à une condition administrative régulière. Ce qui a condamné évidemment les travailleurs sans papier à aller vers les activités occultes parce qu'ils ne pouvaient plus être déclarés. Alors qu'avant, de 1945 à 1993, papier ou sans papier, vous pouviez avoir très bien des travailleurs sans papier qui travaillaient de façon tout à fait déclarée avec une carte de sécurité sociale. Et c'est 1993 qui a marqué ici un tournant, même s'il a fallu quelques années avant que ça se mette véritablement en œuvre. Hein, ça ne s'est pas fait d'un seul coup en 1993. Hein. Cela étant dit, donc, du coup, on voit donc, toute une... voilà, des sans-papiers qui se tournent vers des secteurs d'activité, vers des emplois où on sait que les conditions de travail sont très difficiles. Conditions de travail difficiles pour plusieurs raisons. D'abord parce que ce sont des conditions de travail avec des rythmes de travail dont beaucoup ne veulent pas. Travail de nuit, travail avec des horaires irréguliers, des conditions de travail qui exposent à des risques d'accident du travail importants. Et donc ce sont des secteurs que vous connaissez, hein, le secteur des bâtiments et des travaux publics, des secteurs du service aux personnes, le secteur du nettoyage, hôtel, café, restaurant, hein, où il y a effectivement une pénurie de main-d'œuvre. Donc on a là une main-d'œuvre qui accepte de travailler dans des conditions que d'autres ne veulent pas accepter. Hein. Parce que ce sont des secteurs aussi qui ne s'exportent pas, parce que sinon on serait aussi, on sait que pour d'autres secteurs, ils sont déjà partis au-delà de nos frontières. Hein. Cela étant dit, il ne faut pas non plus être simpliste, parce qu'aujourd'hui, tous les travailleurs sans papier ne travaillent pas de façon non déclarée. Parce qu'il y a aussi beaucoup qui travaillent en étant déclarés. Il y a une typologie dont je vous fais grâce ici, mais il y a des travailleurs sans papier qui travaillent avec des fausses cartes. Il y a des travailleurs sans papier qui travaillent avec la carte de quelqu'un d'autre. Il y a des travailleurs sans papier qui travaillent avec une carte de séjour délivrée par l'Italie ou délivrée par l'Espagne, ou par la Hongrie, je veux dire. Parce que les employeurs, parfois de bonne foi, croient que ces cartes-là leur permettent de travailler, ce qui n'est pas vrai, mais tant mieux pour eux. Et donc les personnes travaillent normalement, hein, et au fond sont traitées comme les autres, parfois mal, mais parce que les autres sont maltraités aussi, mais voilà, là on est dans une situation indépendamment, donc c'est ceux-là qui peuvent permettre de prétendre à la régularisation parce qu'eux ont des bulletins de salaire et peuvent justifier de leur emploi. Pour les autres, évidemment, la difficulté est très importante. Et pour terminer, c'est une idée, moi j'ai pas d'idée, vous savez, au GSTI on est pour, comme vous savez, la suppression, enfin, pour la liberté de circulation, la liberté d'établissement, donc la question des sans-papiers et la régularisation des sans-papiers pour nous constituerait une étape préalable à la mise en œuvre de notre politique, donc on n'est pas, on en est à ce stade-là, mais pour des situations intermédiaires, puisqu'on est loin, on en est loin politiquement, je voudrais terminer sur une loi, peut-être passée inaperçue, c'est une loi de 2011 sur, c'était la loi Besson, qui traitait de l'immigration, et qui qui a mis en place un dispositif permettant aux travailleurs sans papier, spoliés par leur employeur, de recouvrer leurs créances salariales. C'est-à-dire de pouvoir faire un contentieux devant les conseils de prud'homme, donc les juridictions du travail en France, et de demander donc les rappels de salaire, tout ce à quoi ils auraient pu prétendre si les employeurs avaient respecté la réglementation. Donc c'était une belle idée, qui a permis d'ailleurs à la France de se dire, de dire qu'elle respectait une directive communautaire. Mais quand on regarde, c'est l'OFII, l'Office français de migration et d'intégration, qui se charge de ce recouvrement des créances. Au niveau des procédures dites de recouvrement, j'ai assez d'une main pour les compter. C'est pour vous dire que ça ne marche pas.
Et donc les employeurs, c'est tout bénéfice pour eux, puisque de toute façon, les sans-papiers vont assez peu devant les prud'hommes. Quand ils y vont, ils perdent assez souvent. Et même le dispositif qui permettrait de combler cette situation ne marche pas. Donc une idée pourrait être de respecter le droit communautaire, parce que dans cette directive qui parle des travailleurs, il est prévu la possibilité pour les États membres de donner un titre de séjour pour les travailleurs qui font une action devant les prud'hommes, le temps en tout cas de recouvrer au moins ce qui leur est dû. Je vous remercie.